Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point. Vous avez publié il y a quelques semaines maintenant avec votre co-auteur Anne Rosencher, Entre deux feux chez Grasset. Bruno Jeudi, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Merci beaucoup. C'est notre rendez-vous sur les coulisses de la semaine politique. Alors Anna, d'abord, vous avez quelque chose à nous dire sur la manière dont Nicolas Sarkozy a accueilli la réélection de Barack Obama. Jaloux ? Mais content, c'est-à-dire qu'il faisait sacrément la tête, Nicolas Sarkozy, parce que d'abord il revenait de Marrakech, donc il revenait de vacances, il était arrivé à Paris pour avoir la nouvelle, donc pour lui c'est un double échec. Alors d'abord parce qu'il était convaincu que tous les sortants allaient être sortis, c'est-à-dire qu'il avait, il avait dit que finalement lui il avait presque pas perdu en 2012 au mois de mai parce qu'il avait fait un score. Il y avait eu la crise. Il y avait eu la crise et que c'était pas une vraie défaite et qu'on verrait bien ce qu'on allait voir et que Barack Obama ne pourrait pas faire mieux que lui et qu'il ne serait pas réélu. Bon, Barack Obama a été réélu et donc c'est un problème parce qu'évidemment c'est un sortant qui est réélu malgré la crise. Deuxième problème, ça donne un indice finalement que la droitisation n'est pas inéluctable puisque Romney ne fait pas un bon score et que Nicolas Sarkozy avait théorisé que toute la classe politique finalement mondiale allait être obligée de basculer à droite. Et bien là, on a aux États-Unis la classe politique qui refuse la droite. Et ça, pour Nicolas Sarkozy, c'est pas une très bonne nouvelle. Voilà. Bon, on peut juste dire quand même que la question peut se poser dans les deux sens. À la fois, il y a la droitisation du début de la campagne de Romney, et puis il y a le recentrage de la fin de la campagne de Romney. Donc pour l'UMP, il y aura à boire et à manger. On pourra prendre dans les deux sens. J'observe par contre une chose qui est intéressante, c'est que le Parti républicain n'attend pas des mois la Saint-Glinglin pour réfléchir sur les causes de la défaite. En France, on ne réfléchit pas sur les causes de la défaite, on refait même l'histoire et on fait croire que finalement, 8 jours plus tard, Nicolas Sarkozy aurait gagné. À mon avis, l'UMP devrait, à un moment ou à un autre, réfléchir sur la question de pourquoi on a perdu. Alors que ce n'est pas du tout une des questions qui se posent dans la course à la présidence de l'UMP. C'est même le grand tabou de cette interdiction de réfléchir à ça. C'est pas ça qui a rendu malade François Fillon, quand même. Non, François Fillon, il a des soucis de santé. Il aurait peut-être bien aimé le faire, cet inventaire, franchement. François Fillon, non, parce qu'en fait, sur cette question-là, dès le début de sa campagne, il a dit toute critique contre le bilan de Nicolas Sarkozy sera une critique contre moi. Donc, il a réglé le problème d'entrée et il a même été fort mécontent de Roselyne Bachelot, de son livre. Elle est allée trop fort et ça l'a plutôt pas aidé. Non, en revanche, effectivement, il les accumule, des problèmes de santé. Il n'a pas de chance, là. Le pied cet été, une colique néphrétique au mois de septembre, et puis là, dans la dernière ligne droite, ce pépin calcul rénal. Bon, effectivement, tout le monde en a eu, tout le monde sait que ça fait mal, et c'est pas très pratique pour François Fillon, qui quand même annule sans doute 2 journées de campagne, un passage média, il en fait pas beaucoup, il reprendra sa campagne, à mon avis, lundi pour ses derniers meetings. Il y a un grand meeting à Paris, lundi soir. Lundi soir. Non, mais il va reprendre. Mais c'est vrai que... C'est quoi, c'est une somatisation ? Mais c'est ça, vous savez comment on l'appelle chez Jean-François Copé ? Des copains de Jean-François Copé appellent François Fillon le grand somatisateur, parce que on n'est pas... Mais c'est pas la première fois... Alors vous savez ce que c'est la somatisation ? C'est quand il y a une traduction physique de souffrance psychique. Et ça arrive souvent chez les gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ne verbalisent pas beaucoup leur chagrin, leur peur, leur souffrance. Et François Fillon, donc, ferait partie de ces gens-là. Alors, c'est pas la première fois, je veux dire, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il avait tout le temps mal au dos, François Fillon. C'est-à-dire que il avait des sciatiques, il en avait plein le dos, il avait du mal à marcher. C'est-à-dire que les sciatiques ont quand même été récurrentes pendant 5 ans. Et là, maintenant, je veux dire, les coliques néphrétiques dans la campagne face à Copé. Ça n'enlève rien son courage, quand même, Anna, parce que moi, je me souviens qu'il m'avait reçu à Matignon, couché sur une banquette. C'était assez impressionnant. Il n'avait pas annulé son rendez-vous. Et franchement, j'avais mal pour lui. Je me disais, franchement, venir l'embêter pour des questions. Et juste hier quand même, il a fait 3 hôpitaux dans la journée, le matin de Val-de-Grâce, l'après-midi il fait une réunion à la Chasse-sur-le-Loir, il s'arrête à l'hôpital, et le soir il s'arrête à l'hôpital de Montluçon, et là c'est les médecins qui ont dit là faut vous arrêter. Là. Non mais il y a une chose intéressante, c'est que quand même, attendez, il avait envie de très longues vacances, François Fillon, c'est-à-dire que à la fin du mois d'août, quand il voyait les journalistes, il leur disait au fond, j'aurais aimé prendre de longues vacances, j'avais pas envie de rentrer dans une campagne après la campagne présidentielle, et donc il est rentré dans cette campagne pour ne pas laisser le champ libre à Jean-François Copé, pour ne pas pouvoir être accusé d'avoir déserté le terrain. Mais il faut bien voir une chose, c'est qu'il est, il est fatigué, il est exténué. 5 ans de Matignon, oui. il a eu des petites vacances et là, il n'avait pas envie, quoi. Et c'est ça qui se traduit physiquement. Je voudrais que vous écoutiez quand même Jean-François Copé. Je l'ai naturellement appelé au téléphone dès ce matin et je lui ai évidemment laissé un message pour lui dire que je pensais beaucoup à lui parce que c'est évidemment une épreuve douloureuse
Voilà, et au-delà des vicissitudes du moment, la santé, c'est évidemment beaucoup plus important que tout le reste, et je lui ai évidemment adressé un message d'amitié. Ah oui, un message d'amitié, oui, surtout en ce moment. Est-ce qu'on a le droit de rire? Il s'est interdit de sourire, hein. Vous avez vu, il reste extrêmement concentré, les maxillaires ne bougent pas. Surtout pas que de lui, dans le sourire. même temps, il met les bouchées, enfin, il est toujours il 40 interviews par semaine. Bon, voilà, c'est Copé qui fait du sarkozysme jusqu'au bout, parce que c'est son style à lui, hein, il est comme ça. François Fillon, en même temps, il a son style, beaucoup moins présent dans les médias, parce qu'il pense que lui, il faut y aller quand on a quelque chose à dire. Et c'est vrai qu'il faisait beaucoup de campagnes, beaucoup de meetings. Bon, là... Franchement, ils se détestent vraiment les deux? Ah, ils s'aiment pas beaucoup quand même, hein. Franchement, ces deux-là, ils se surveillent quand même quasiment depuis 2-3 ans, en se disant de toute façon on va se retrouver à un moment ou à un autre, hein. Jean-François Copé comme François Fillon. Alors je pense que Jean-François Copé, dans un premier temps, il a cru que François Fillon n'irait pas à cette bataille-là, et il a sans doute sous-estimé la détermination de François Fillon, qui au fond surprend tout le monde en montrant qu'il veut vraiment le poste. C'est sans doute le point de divergence que j'aurai avec Anna, c'est que effectivement il avait pensé prendre des vacances lorsqu'il était à Matignon, et dès la fin de la présidentielle, il voit que Nicolas Sarkozy perd, et il sait qu'il va aller dans cette bataille. Non, mais là, on voit quand même que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que François Fillon a tout à perdre. Et c'est ça qui se joue. C'est-à-dire que Jean-François Copé, il peut avoir les petites joues roses d'aujourd'hui. Ouais. Mais au fond, s'il gagne, ce sera une surprise pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on sent que l'écart se resserre. C'est ce que tout le monde dit. Il y a 15 jours, on donnait... une grande surprise, Jean-François Copé. Il a des infos, il a quelque chose de précis? Non, alors il n'y a pas de sondage. Il nous jure qu'il n'y a pas de sondage, qu'il n'y aurait aucun sondage, qu'on ne saurait rien. En même temps, ils sont assez contents. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui a changé dans la chimie des équipes de campagne. Du côté de Jean-François Copé, en ce moment, on sourit et on se dit que tout peut se jouer, que rien n'est fait. Voilà. En fait, le suspense. Il y a un vrai suspense, c'est qu'ils ont réussi à créer le doute. Pourquoi? Parce que je pense que François Fillon a refusé d'entrer dans une campagne très démagogique, et du coup, il prend le risque d'une victoire sans doute étriquée, alors que Jean-François Copé, lui, qui n'a rien à perdre et qui, au fond, aujourd'hui apparaît comme le challenger, lui, il y va à fond, j'allais dire, y compris sur tous les sujets. Et chez Fillon, on s'inquiète. C'est-à-dire qu'on s'inquiète. C'est pour ça que la crise de colique néphrétique tombe à pic. C'est-à-dire qu'il est inquiet. Il y a une vraie tension dans son équipe, et on regarde, on a envie que le premier tour arrive vite, que la campagne arrête de s'éterniser. C'est la semaine prochaine, dimanche soir, où on fera évidemment une soirée spéciale sur cette élection. Bon, c'est dur d'être Premier ministre, hein. C'est dur pour Jean-Marc Ayrault aussi, mais la semaine a plutôt été meilleure. Parce que d'abord, sur le rapport gallois, je ne sais pas si c'était de la communication ou si c'était... Il y a eu un changement... J'ai l'impression quand même qu'ils ont laissé croire qu'ils ne reprendraient rien du rapport. Et là, Jean-Marc Ayrault a repris la main dès le lendemain. Je trouve que c'était plutôt bien joué en reprenant une bonne partie des mesures gallois. Du coup, Jean-Marc Ayrault, à la fois, il a fait une bonne émission de télévision, ce qui n'était pas le cas ces dernières fois. Et deuxièmement, il a plutôt été bon aussi à l'Assemblée, où il a pu faire preuve d'autorité, ce qui lui manquait, et là il va terminer la semaine sans couac. Il faut saluer ça. Ça veut dire quand même que Jean-Marc Ayrault, c'est Michel Rocard qui disait « j'ai mis 6 mois à devenir Premier ministre ». Peut-être que Jean-Marc Ayrault, il lui faudra autant de temps. Peut-être qu'il faut qu'il trouve aussi... Il n'a jamais été ministre. Il y a aussi toutes les arcanes de la machine de l'État. Peut-être qu'il va s'y mettre. En tous les cas, il va perdre en popularité les prochains baromètres. Je crois qu'il y en a un chez vous. Ça, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire que Jean-Marc Ayrault n'est pas là pour un certain temps. Non, là, ce qu'il prouve, en tout cas, c'est ce qu'on relève dans les rangs de la majorité, c'est son endurance. C'est-à-dire qu'il y a une vraie endurance, une vraie capacité à encaisser, même physiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a senti qu'il était affecté, que physiquement, il encaissait les coups. Et là, il a retrouvé, il y a eu un sursaut de Jean-Marc Ayrault qui a trouvé la force de faire son discours, de faire cette prestation télévisée, alors que ça lui coûte. Hein, c'est pas quelque chose qu'il aime, Jean-Marc Ayrault. Je veux dire, c'est un homme qui n'a pas. D'ailleurs, il se force et il a trouvé un vrai ressort. En même temps, François Hollande le nomme pour qu'il soit en première ligne. C'est le choix de François Hollande de revitaliser cette fonction, de remettre le Premier ministre devant. Il nomme un homme qui, au fond, n'était peut-être pas préparé à être
sous les feux des projecteurs. Et donc sous les feux de la critique, parce qu'il prend très cher, Hérault, depuis la rentrée. Ça, là. Et Il prend très cher. Bruno, si vraiment François Hollande avait voulu quelqu'un qui prenne vraiment la lumière, qui soit sous le feu des projecteurs, qui aille au devant des caméras, quelqu'un qui prend les coups. Voilà, non, mais il il n'aurait pas choisi Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toute la contradiction de François Hollande. Il choisit à ce poste-là quelqu'un qui lui ressemble trop. Je pense que François Hollande, il voulait quelqu'un qui prenne les coups, quelqu'un qui soit essoré dans 1 an ou 2 ans et qui va qui va annoncer toutes les mesures impopulaires. Ce qu'il a fait cette semaine. Là, cette semaine, je dirais, c'est exactement ce que François Hollande avait imaginé, c'est-à-dire un Premier ministre relativement impopulaire, qui va à la télévision, qui annonce l'augmentation de la TVA, parce que franchement, ça c'est le truc archi impopulaire. Et là, je crois qu'il y a le fonctionnement tel qu'Hollande l'avait imaginé. Maintenant, à mon avis, les critiques elles vont se retourner contre François Hollande, qui lui, par contre, alors on va le voir la semaine prochaine, est quand même derrière tout ça assez loin, même si évidemment c'est lui qui prend les décisions, mais il communique assez peu. Voilà, il fête ses 6 mois, il fait sa conférence de presse mardi prochain. De la même façon, nous aurons une soirée spéciale sur cette fameuse conférence de presse. J'arrête de faire la pub, bien sûr. Juste un mot quand même, ce pacte de compétitivité, qui a gagné à l'intérieur des ministres? Parce qu'on a eu l'impression d'assister à une bataille Montebourg-Moscovici assez nette, hein. Oui, il y a une rude bataille entre Montebourg et Moscovici. Moi, je dirais quand même qu'il y en a un peu pour tout le monde au final. C'est vrai que Montebourg a été assez habile dans la communication, faisant fuiter ces choses avant, tout ça. Il a été assez habile. Mais à l'arrivée, mardi, Moscovici quand même répond à 4 questions. Il est assez bon. Michel Sapin aussi était dans le pool des 4 ministres qui ont calé le. Je pense que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail collectif, à mon avis, avec quand même un cerveau à l'Élysée, enfin un double cerveau à l'Élysée, François Hollande et son secrétaire général adjoint Emmanuel Macron, évidemment, qui était là. Et François Hollande était à l'étranger et il était au téléphone avec tout le monde. Mais il disait toujours parlez avec le Premier ministre. Je ne donnerai pas le dernier arbitrage. Ce n'est pas moi qui arbitre. Avec le Premier ministre. Retournez vers le Premier ministre. Il faut dire que ces ministres-là, ils ont quand même l'habitude de ne pas parler avec le Premier ministre et d'en référer directement au Président de la République. Donc là, c'est les plus indisciplinés de ce point de vue-là. On revient à un fonctionnement très chiracien quand même. C'est-à-dire qu'un président qui serait un peu en retrait, mais qui en fait est leader sur les décisions. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Restez avec nous tout de suite. Le 20h de Thomas Misraki. Je vous retrouve avec Olivier Mazan.